Bonjour tout le monde, bienvenue au cours Diagnostic et maintenance informatique. La première séance, nous avons parlé d'une introduction et des méthodes de résolution de problèmes. Nous avons dit que la première chose à apprendre par le technicien ou bien le responsable du diagnostic et de maintenance, soit informatique, soit mécanique, soit plomberie, soit médecine, soit n'importe quel domaine, c'est d'abord apprendre les méthodes de résolution de problèmes, qui sont des méthodes scientifiques, des méthodes connues et des méthodes utilisées par tout le monde. On continue toujours nos méthodes de résolution des problèmes. Avant de résoudre un problème, il faut d'abord le formuler, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, voilà la formulation, l'écrire. Il faut écrire, il ne faut pas se contenter des idées ou bien de pensées ou bien de la parole. Il faut écrire noir sur blanc, il faut écrire noir sur blanc, c'est quoi le problème, de quoi il s'agit. Donc, comment faire cette formulation, comment formuler un problème? Il faut identifier les problèmes à traiter en procédant à l'enregistrement des détails des problèmes. C'est-à-dire, il faut écrire. Il faut poser des questions pertinentes à l'utilisateur. C'est quoi une question pertinente? C'est-à-dire une question qui est à sa place, une question qui est en relation avec le problème, et non pas des questions vagues ou bien d'autres questions qui concernent d'autres choses que le problème. Donc, il faut poser des questions pertinentes à l'utilisateur qui a signalé ce problème ou bien qui souffre de ce problème. Pourquoi? C'est pour déterminer l'étendue du problème, c'est-à-dire le problème, ce problème, quelle est son étendue? Est-ce que c'est un petit problème? Il se situe seulement au niveau, par exemple, des postes informatiques de l'utilisateur, ou bien c'est un problème général de réseau, ou bien un problème de serveur utilisé par tout le monde, etc., etc. Les réponses à ces questions posées à l'utilisateur peuvent vous aider, vous, les techniciens, les responsables de maintenance, à déterminer la priorité du problème. Est-ce que je vais résoudre ce problème tout de suite ou bien je le laisse jusqu'au départ des utilisateurs et je vais le résoudre à ma guise tranquillement. Il faut utiliser des méthodes de résolution connues. Donc, pour formuler un problème, on utilise des méthodes connues. Par exemple, la méthode QOQCP. Q, c'est quoi? Quand l'autre Q, c'est qui? O, c'est où? Q, c'est quand? C, c'est comment? Combien? Et enfin, P, c'est pourquoi. Voilà donc la méthode des QOQCP. Quoi, qui, où, quand, comment, ou combien et pourquoi. Donc il y a deux C, on a mis un seul C à la place. Pour ne pas répéter C, le premier C c'est comment et le deuxième C c'est combien, c'est-à-dire le nombre. Cette méthode est appelée aussi méthode des questionnements, c'est-à-dire on pose des questions 2, 4, 5, 6, 7. On pose 7 questions pour formuler un problème. C'est un outil d'aide à la résolution de problèmes comportant une liste quasi exhaustive d'informations sur la situation. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une situation, cette liste de questions nous permet de cerner ce problème, de connaître de quoi il s'agit. Par exemple, lorsqu'un serveur est lent, on dit quoi? Donc, c'est le serveur ce sont les utilisateurs qui utilisent ce serveur qui est très lent, ou c'est le réseau local, par exemple, au niveau seulement de l'entreprise. Ce n'est pas
les clients qui se connectent au serveur. Les clients, ils n'ont pas de problème, seulement les salariés qui ont un problème de connexion, donc où la place, c'est l'intérieur de l'entreprise. Quand, depuis ce matin, comment on formule des hypothèses? Peut-être que c'est le routeur qui connaît des problèmes. Peut-être que c'est le serveur qui est infecté par un virus, qui le rend lent. Donc, on fait des hypothèses. Combien, c'est-à-dire on compte, par exemple, combien d'utilisateurs qui ne travaillent plus parce que le serveur est lent, combien de salariés qui travaillent malgré cette lenteur. Donc, on quantifie, on pose la quantité. Et enfin, pourquoi ce serveur est lent? On va voir le serveur, c'est-à-dire on allume l'écran lorsqu'il est atteint, parce que le serveur il est toujours allumé, il fonctionne 24 heures sur 24, donc on accède à ce serveur grâce à son écran, ou bien on accède à distance et on va voir pourquoi, quels sont les messages d'erreur affichés par le serveur. Voilà un exemple de cette méthode de résolution de problèmes. Cette méthode était utilisée surtout dans le domaine du journalisme. Si un journaliste veut réaliser un reportage, par exemple, compléter un événement, par exemple, je donne un exemple, il y a un pont qui s'écroule. Par exemple, il y a la pluie et il y a un pont routier qui s'écroule. Le journaliste se déplace sur place et doit poser cette question. Quoi? C'est le pont qui s'écroule, la municipalité, les travaux publics, qui est responsable de cet écroulement, ou, par exemple, un pont, le pont X sur la rivière Y, quand depuis les chutes de pluie, les fortes chutes de pluie, c'est-à-dire hier, comment, lorsqu'un poids lourd, un camion lourd est passé sur ce pont, il s'est écroulé, combien, par exemple, combien de victimes, combien de dégâts, etc. Pourquoi il va chez le responsable des travaux publics, il va lui dire pourquoi ce pont s'est écroulé, parce qu'il ne supporte pas, par exemple, le poids des camions, ou bien parce qu'il n'est pas bien construit, ou bien parce qu'il est trop vieux, etc., etc. Donc, voilà, le journaliste a appliqué cette méthode de résolution du problème, KIKI-OKCP, pour réaliser un reportage exhaustif, un reportage complet de l'événement, l'écroulement ou bien l'effondrement d'un pont routier. Il y a une autre méthode de résolution des problèmes connue. Il y a plusieurs méthodes, mais j'ai choisi ces deux méthodes. La première, nous l'avons vue, QQOQCP. La deuxième, on l'appelle la méthode des 5 pourquoi. Donc, voilà une autre méthode de résolution des problèmes. À l'apparition, voilà, j'explique la méthode des 5 pourquoi. À l'apparition d'un problème, il est naturel de se poser la question pourquoi est-ce arrivé. Donc, lorsqu'il y a un problème, la première chose, pourquoi ce problème est apparu, ou bien pourquoi il y a ce problème. Dans le but de trouver bien sûr une solution et de résoudre le problème. Mais l'outil 5 pourquoi que je présente va plus loin, c'est-à-dire elle va plus loin de cette question naturelle que tout responsable, tout technicien de maintenance pose. Pourquoi s'est-il arrivé? Pourquoi le serveur est-il tombé en panne, pourquoi le serveur est trop lent? Cette méthode, il va plus loin. Une fois la solution apportée à la première question, il repose la question pourquoi, c'est-à-dire pourquoi le serveur est lent? Parce qu'il est infecté par un virus. Je pose la deuxième question, je ne m'arrête pas ici. Pourquoi il est infecté par le virus? Voilà la deuxième question, le deuxième pourquoi, pardon. Donc, sur la base de cette réponse, je pose
une deuxième question. On a dit que c'est le virus qui la rend lent. Je dis pourquoi il est infecté par le virus. Bien sûr, c'est dans le but de trouver la cause initiale. Voilà, le responsable, par exemple, du serveur me répond, il est infecté par le virus parce que nous n'avons pas installé un antivirus. Je ne m'arrête pas ici, je pose la troisième question contenant pourquoi, c'est-à-dire un troisième pourquoi. Pourquoi nous n'avons pas installé l'antivirus? Voilà trois pourquoi. Je vais chez le responsable des achats, je lui donne cette question, il m'a dit parce que nous n'avons pas réglé l'abonnement annuel de l'antivirus, c'est-à-dire nous n'avons pas payé la société qui possède l'antivirus parce qu'il est protégé par un droit d'auteur, par un copyright, donc il faut payer chaque année des cotisations pour protéger le serveur contre les virus et utiliser cet antivirus. Donc voilà la réponse à cette troisième question. Je pose un quatrième pourquoi. Pourquoi nous n'avons pas payé notre abonnement à l'antivirus? Je vais chez le comptable et je lui pose cette question. Il me dit parce que le budget, c'est-à-dire l'argent, n'est pas encore arrivé à l'administration ou bien à la société. Voilà donc la réponse à ma quatrième question, c'est-à-dire le quatrième pourquoi. Je vais chez le responsable, le grand responsable, je lui pose la cinquième question contenant pourquoi. Je lui dis pourquoi il n'y a pas de budget cette année, pourquoi on n'a pas octroyé de budget cette année. Le responsable me dit parce que l'entreprise mère ou bien l'administration centrale, par exemple à Rabat, a une politique d'austérité, une politique, il a réduit les budgets et il n'a pas prévu le budget d'abonnement à l'antivirus. Il faut résoudre vous-même le problème du virus. Donc voilà, j'ai résolu mon problème. Je vais aller au serveur et appliquer d'autres méthodes antivirus qui sont gratuites. Donc je vais télécharger un antivirus gratuit. Si j'installe par exemple un produit Microsoft, c'est-à-dire Windows Server, par exemple Windows Server 2012, si je l'installe sur mon serveur, je vais installer un antivirus fourni par Microsoft gratuitement. C'est Defender, c'est Microsoft Defender. Je vais l'installer gratuitement et ne pas attendre la mise à jour de mon ancien antivirus parce que mon administration ne peut pas le payer cette année. Donc voilà un exemple d'utilisation de la méthode 5 pourquoi. Je pose la question après la réponse. Après la réponse du premier pourquoi, je dis, lorsque je reçois la réponse, pourquoi ça? Lorsque je reçois la deuxième réponse, pourquoi ça? Lorsque je reçois la troisième réponse, pourquoi cette réponse? Lorsque je reçois la quatrième réponse, pourquoi? Et ainsi de suite. Je vous indique que cette méthode ne se limite pas à 5 pourquoi. On peut aller jusqu'à 8 pourquoi, jusqu'à 10, jusqu'à trouver la solution, ou bien se limiter à 3 pourquoi, ou bien 4 pourquoi pour trouver la solution. Parce que le but, c'est trouver la cause initiale, ce n'est pas poser le nombre exact de 5 pourquoi. On peut aller jusqu'à 10 pourquoi, on peut seulement poser 3 pourquoi, mais ne pas s'arrêter à la première question qui est posée par tout le monde, pourquoi est-ce arrivé? Donc voilà la méthode des 5 pourquoi. Voilà aussi un exemple d'application, un autre exemple. Première question, pourquoi l'opérateur a glissé? Donc il y a un opérateur devant une machine, il a glissé, on a dit pourquoi l'opérateur a glissé. La réponse, parce qu'il y avait de l'huile par terre. Donc il y avait de l'huile à côté de la machine et l'opérateur a glissé parce qu'il y a cette huile. Je ne vais pas m'arrêter ici parce que j'applique l'outil des 5 pourquoi ou bien la méthode de résolution de problème 5 pourquoi.
Deuxième question, pourquoi y avait-il de l'huile par terre? Donc, pourquoi il y avait de l'huile par terre? La réponse, la machine fouillait, c'est-à-dire c'est la machine qui laisse cette huile couler par terre, donc il y a un défaut de machine. Je ne m'arrête pas ici, je dis pourquoi la machine fouillait, donc pourquoi il y a une fuite d'huile dans cette machine. La réponse, la maintenance préventive n'a pas été faite. Donc, il n'y a pas de maintenance préventive, c'est-à-dire il n'y a pas de technicien qui vérifie cette machine avant qu'il tombe en panne, ou bien avant qu'il y ait de la fuite de l'huile, même si cette machine marche. Quatrième question, pourquoi est-ce que la maintenance préventive n'a pas été faite? Donc, pourquoi on n'a pas fait cette maintenance? Réponse, le technicien en charge est malade et absent. Donc, nous avons le technicien qui est malade. Il n'a pas fait cette maintenance préventive parce qu'il est malade et absent. Je ne m'arrête pas ici. Je dis pourquoi est-ce qu'une autre personne n'a pas remplacé le technicien. Donc, pourquoi il n'y a pas un intérimaire qui prend la relève des techniciens remplacés? Pourquoi il n'y a pas un autre technicien? La réponse c'est la gamme de maintenance est perdue et lui seul sait la faire. Donc, c'est le seul technicien qui est malade, qui sait faire cette opération de maintenance de cette machine parce que c'est une machine très spécialisée. Donc, quelle est la solution à votre avis? J'ai trouvé que la solution c'est la formation des autres techniciens. Donc, il faut prévoir une session de formation à la maintenance de cette machine très très particulière au profit de tous les techniciens du département maintenance. Si un technicien est absent, par exemple lorsqu'il est malade ou bien en congé, les autres techniciens peuvent procéder à la maintenance préventive الصيانة الوقائية sur cette machine. Bien, donc nous avons vu deux méthodes de résolution du problème. Internet, Google est plein de méthodes. Vous faites seulement, vous tapez méthode de résolution de problème, PDF, plusieurs documents, des centaines de documents PDF vont sortir et vous pouvez lire et comprendre d'autres méthodes. Ce n'est pas seulement ces deux méthodes, la méthode qui est utilisée par les journalistes et la méthode 5 pourquoi qui existe, mais bien d'autres méthodes existent, notamment des méthodes américaines utilisées par les ingénieurs américains après la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire l'Europe, pour reconstruire les armes nucléaires parce qu'il y avait la guerre froide, etc., pour développer le commerce américain, pour rendre les entreprises américaines plus sophistiquées. Les Américains ont appliqué, ces méthodes de résolution du problème et maintenant les États-Unis sont le leader dans tous les domaines au niveau mondial. Donc, j'ai dit bien, il faut formuler le problème par écrit en utilisant une méthode de résolution du problème selon votre choix. Il y a plusieurs méthodes de résolution de problème. Il faut identifier les formulations positives, factuelles, complètes et consensuelles, c'est-à-dire voir quelles sont les formulations à ce problème qui sont positives, factuelles, complètes et consensuelles, c'est-à-dire on est bien d'accord que cette formulation est valable, donc il faut l'identifier. Traiter des exemples simples de formulation de problèmes suite à des appels clients, par exemple, ou suite à une installation de système d'exploitation de périphériques, par exemple l'imprimante, etc., etc. Donc, on traite ces exemples simples de formulation dans un environnement donné ou encore à partir de relevés d'incidents. Donc, on peut voir nos relevés précédents et
traiter des exemples simples pour bien sûr formuler, quel que soit le problème, pour savoir le formuler. Après la formulation du problème, on doit l'analyser. Donc nous avons fini l'explication de la formulation du problème. Maintenant, on doit analyser le problème. Analyser, c'est tahlil, faire l'analyse de ce problème, qu'est-ce qu'il dit exactement. Si vous ne parvenez pas à résoudre immédiatement le problème, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le résoudre, vous devez rassembler le plus d'informations possible à propos du problème dans le but d'identifier les causes possibles. Donc, si je ne résous pas ce problème, c'est-à-dire s'il n'est pas simple, par exemple, un utilisateur a oublié son mot de passe, c'est très simple. Donc, je peux le résoudre si, par exemple, il y a un service qui ne marche pas dans le serveur, qui a arrêté, par exemple, le service SQL Server qui fait démarrer les bases de données. Donc, voilà un grand problème. Il faut rassembler le plus d'informations possible. Vous pouvez bien sûr utiliser des outils d'analyse, consulter des journaux, des événements, ou simplement poser des questions supplémentaires à l'utilisateur pour recueillir davantage d'informations, c'est-à-dire refaire la procédure de poser des questions supplémentaires à l'utilisateur. Au début, nous lui avons posé des questions. Maintenant, le problème n'est pas résolu par nous-mêmes, au niveau de nous-mêmes. Donc, il faut plus d'informations, soit de l'utilisateur, soit du système. Par exemple, consulter les journaux des événements, par exemple, sous Windows. Consulter les outils d'analyse. Par exemple, l'analyseur l'analyseur Windows, il y a un service d'analyseur, on peut analyser les événements grâce à cet analyseur. Il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits. Lorsque vous installez Windows, vous allez trouver plusieurs outils, dont outils d'administration pour analyser notamment les problèmes, les incidents sur la machine. Pour analyser un problème, il faut collecter l'information sur un problème, c'est-à-dire le contexte, les acteurs, les symptômes, les effets, la fréquence et la criticité. La criticité, c'est-à-dire est-ce que le problème est critique, est-ce que le problème est très grand, est-ce que le problème peut causer, par exemple, un incident grave sur ma société, c'est-à-dire est-ce qu'il peut faire faillite, par exemple, est-ce qu'il peut perdre beaucoup d'argent, est-ce qu'il peut perdre ses clients, ses fournisseurs, etc. Donc, je vois la criticité, l'importance des problèmes. Identifier les outils de collecte, de relevé et de mise en forme des faits et des idées. Donc, voilà, je cherche les outils pour relever les faits et les idées. J'utilise des outils, c'est-à-dire des méthodes de recherche QCP que nous avons expliqué, les 5 pourquoi. Les 5 M, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de méthodes de résolution de problèmes, beaucoup d'outils sur Internet. Vous n'avez qu'à faire une recherche. Il y a la méthode des 5 M, c'est-à-dire le diagramme de cause à effet. Il y a d'autres méthodes, comme j'ai dit, de résolution de problèmes. J'utilise seulement la méthode, l'outil qui me convient le plus dans ma situation. Déterminer les causes sur lesquelles agir, c'est-à-dire la loi de Pareto et l'analyse critériée. Donc voilà des méthodes aussi. Vous faites sur Google la loi de Pareto, vous faites l'analyse critériée, vous connaissez tous la méthode 20-80, et etc. Vous pouvez lire et connaître plus davantage sur ces méthodes. Choisir les méthodes et les outils en fonction de contexte et type de problèmes différents. C'est-à-dire, on choisit ces méthodes selon le contexte, c'est-à-dire ce qui s'est passé autour de nous. C'est ça le contexte, c'est-à-dire en arabe. ديك البلاصه المحل او ليس المكان بالضبط ولكن
الدواعي أو الأسباب أو المسببات أو ماذا هنالك في هذا المكان الذي وقع فيه هذا المشكل. إذن هذا هو لو كونتكست، يعني الظرفية التي وقع فيها هذا المشكل. Et aussi, selon les types de problèmes, c'est-à-dire chaque problème a sa méthode de résolution. Après la formulation du problème et son analyse, on passe à l'étape de recherche et de proposition de solution. Donc, on ne va pas s'arrêter à la formulation du problème et son analyse, on va chercher et proposer des solutions parce que nous sommes des techniciens, des responsables de maintenance et notre métier, c'est de trouver une solution aux incidents, des solutions aux problèmes. Nous sommes des pompiers, il faut éteindre le feu, il faut trouver tout de suite la solution à ce problème. Les utilisateurs ne connaissent pas l'informatique, ne connaissent pas le serveur et son installation, ils attendent que leur base de données fonctionne, ils attendent le moment où ils peuvent saisir leur formulaire, saisir leurs données comptables, etc. etc. Donc, l'utilisateur n'a pas de solution, c'est le technicien, c'est le responsable de maintenance, qui a la solution. Donc, il faut passer à l'étape recherchée et proposer des solutions. D'abord, il faut identifier les méthodes de recensement et de classement des solutions possibles. Donc, il y a toujours des méthodes pour recenser, le recensement ou l'ihsa, c'est-à-dire énumérer les méthodes, énumérer les solutions et les classer, c'est-à-dire classer les solutions. Voilà, utiliser l'outil brainstorming. C'est quoi le brainstorming? En anglais, brain, c'est le cerveau, ad-dimagh, et storm, c'est la tempête, c'est la asifa. C'est-à-dire, il faut écrire toutes les solutions qui passent par votre cerveau. Il ne faut rien éliminer, il ne faut pas appliquer la censure ou bien l'autocensure. Il ne faut pas appliquer l'autocensure, il faut laisser son cerveau fonctionner et écrire toutes les solutions qui passent par la tête. Identifier les outils de classement des solutions par type. Donc, on va classer ces solutions par type. Il faut analyser les solutions. Avant, nous avons analysé le problème. Maintenant, il faut analyser les solutions, c'est-à-dire avoir des critères de choix pour ces solutions. Utiliser des grilles d'analyse des solutions. Il y a des grilles d'analyse de ces solutions. Par exemple, la grille FAIRE, F-A-R-E. Il faut chercher sur Internet, vous écrivez grille d'analyse des solutions F-A-R-E et vous allez savoir davantage sur ces grilles d'analyse. Moi, je vous donne seulement les grandes lignes et vous allez vous approfondir dans le sujet et chercher, par exemple, ces outils d'analyse de solutions. C'est quoi le brainstorming, comment on fait le brainstorming, c'est quoi les méthodes de recensement de solutions, etc., etc. Donc, Internet est gorgé de ces outils et de ces méthodes. Après la recherche de la solution, il faut suivre la mise en œuvre, c'est-à-dire l'application de cette solution et la standardisation des solutions. C'est-à-dire, lorsque je mets en œuvre cette solution, je la rends standard. C'est-à-dire, dès qu'il y a ce problème, j'applique cette solution, il est devenu standardisé. C'est-à-dire, il est devenu un standard. Le processus de résolution d'un problème débute lorsque l'utilisateur final détecte un problème. Donc voilà, on débute par la détection du problème. Par exemple, de matériel informatique, de système d'exploitation, de connexion ou d'application. Chaque fois que cela est possible, il faut inciter les utilisateurs à trouver eux-mêmes des solutions. Donc, au lieu de chercher moi la solution, il faut former, sensibiliser, inciter les utilisateurs du matériel informatique à trouver eux-mêmes
des solutions. Parce que si dans le clavier, le pavé numérique n'est pas allumé, il faut apprendre ou bien former ou bien dire à l'utilisateur d'appuyer sur la touche vers num. La touche vers num qui est dans le pavé numérique des claviers à droite, il faut seulement appuyer sur cette touche et les chiffres vont 0 jusqu'à 9 vont fonctionner parce que le voyant des pavés numériques est allumé. Lorsqu'il est éteint, l'utilisateur croit que le clavier est en panne, alors il faut lui enseigner ou bien le former à ce geste simple pour allumer, pour faire fonctionner le pavé numérique des claviers. Voilà un petit exemple où il faut inciter l'utilisateur à trouver lui-même la solution dès que les chiffres ne s'écrivent pas lors de la saisie, par exemple, des chiffres. Par exemple, un comptable ne peut pas saisir ces chiffres, il faut qu'il allume automatiquement le pavé numérique. Voilà, il a résolu le problème lui-même. Certains problèmes peuvent être résolus très rapidement si l'utilisateur prend le temps de réfléchir à ce qui vient d'arriver. Voilà comme par exemple l'exemple du clavier, l'exemple de la souris qui n'est pas branchée seulement. Leur assurer une formation et leur remettre de la documentation sur support ou via des adresses Internet. Donc, d'abord former les utilisateurs, leur assurer une formation et leur remettre, s'il y a des guides, s'il y a des manuels, soit sur support papier, soit sur support, par exemple, PDF, à coller, par exemple, sur leur bureau et dire instructions pour résoudre les problèmes simples, par exemple, ou bien leur donner des sites Internet pour entrer dans ces sites et trouver la solution aux problèmes qui sont simples et laisser le pauvre technicien de maintenance résoudre les grands problèmes entre parenthèses. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour résoudre le problème signalé, assignez le problème à d'autres personnes de votre organisation. Il faut être humble. C'est quoi humble? H-I-M-B-L-E, c'est-à-dire mutawadi'. Si je ne connais pas un problème, il ne faut pas aggraver le problème. C'est-à-dire, je ne connais pas démarrer le service, SQL Server. Dans le serveur, il ne faut pas aggraver la chose et perdre les données et la base de données, risquer de faire perdre les données qui sont très, très chères à l'entreprise. Donc, je m'arrête ici, je contacte d'autres personnes plus compétentes que moi, par exemple, un ingénieur informaticien, un spécialiste des bases de données, SQL Server, je le contacte et c'est lui qui va voir de quoi il s'agit. Pour le problème complexe, vous pouvez réunir une équipe spécialisée. Lorsqu'il y a un problème très complexe, on peut convoquer l'ingénieur informaticien, le responsable des achats, le responsable des ressources humaines, concernant par exemple les utilisateurs qui n'appliquent pas les instructions, qui entrent dans des sites interdits, illégaux et emmènent des virus par exemple. Voilà, j'emmène plusieurs personnes et on fait une réunion pour traiter ce problème qui est vraiment complexe. Il touche plusieurs facettes, il touche le comportement des utilisateurs, des salariés, il touche le budget de l'argent, il touche la technicité, c'est-à-dire l'ingénieur informaticien, il touche le département maintenance, il n'y a pas de maintenance préventive, etc., etc. Il faut mettre à jour l'enregistrement dans la base de données du support, c'est-à-dire du service maintenance, pour suivre les informations relatives à l'activité que vous ou d'autres avez effectuée par rapport au problème signalé. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, je dois saisir ce problème dans la base de données qui est consultée par tous les intervenants dans la maintenance et tous les responsables de l'organisation, soit l'administration, soit l'entreprise, et chacun ajoute des informations selon son niveau. Donc, il faut toujours saisir l'information ou bien la mettre à jour sur la base de données, bien sûr.
il faut essayer de classifier le problème et d'en déterminer l'importance et l'urgence. Pour ce faire, vous pouvez poser des questions très spécifiques à l'utilisateur. Il peut s'agir de questions comme celle-ci. Qui d'autre a le même problème? Donc, vous pouvez poser la question à l'utilisateur, par exemple, lorsqu'il a un problème de connexion, vous dites qui d'autre a le même problème de connexion? Il va vous dire, ah voilà, mon collègue en bas a le même problème, voilà, mon voisin dans le bureau a le même problème, etc., etc. Deuxième question, quand avez-vous remarqué le problème pour la première fois? Donc, quand est-ce qu'il y a une lenteur dans la connexion pour la première fois? Il va dire, oh, ça fait depuis une semaine, on a résisté maintenant, on ne peut plus patienter, on vous a appelé. Donc, vous connaissez, par exemple, il y a une semaine, vous avez installé une application dans le serveur, donc peut-être que c'est cette installation depuis une semaine qui a engendré la lenteur du serveur, la lenteur de la connexion. Autre question, est-ce que quelque chose a changé à peu près au même moment où vous avez remarqué le problème? C'est-à-dire, vous dites à l'utilisateur, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au même moment où il y a ce problème? Donc voilà, le but c'est de cerner bien l'importance et l'urgence du problème en donnant des questions, en posant des questions très pertinentes, très précises à l'utilisateur, comme ces trois questions que j'ai énumérées. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous laisse et on se verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, pour continuer ce cours de diagnostic et maintenance informatique. Merci infiniment de votre attention. N'oubliez pas de m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube Ilaykoum, en faisant des commentaires, en faisant des critiques, en partageant cette vidéo à d'autres collègues qui peuvent être intéressés par ce cours. Au revoir et bonne journée à vous tous et toutes.